Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter 8 mythes et idées reçues sur les langues étrangères. Bon, alors on est arrivé dans la période du mois d'août, je pense qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui allait être en vacances, donc j'ai profité de la période pour réfléchir à des sujets un peu plus légers, où je vais parler peut-être un peu moins d'apprentissage, quoique on y revient toujours, mais de différents thèmes qui touchent aux langues et qui sont toujours intéressants à aborder. Donc je commence par le numéro 1 qui concerne les kangourous. Alors, il y a un mythe qui voudrait que le mot kangourou signifie dans la langue Gugu Yimitir, qui est une langue d'aborigène d'Australie, plus précisément du nord-est de l'Australie, que cela signifie je ne comprends pas. Et la légende voudrait que Sir Joseph Banks, qui était un naturaliste britannique dans l'expédition de James Cook, donc le fameux explorateur, ait demandé aux gens de ce peuple, Gugu Yimitir, ce qu'étaient ces étranges animaux qui avaient une poche et qui se déplaçaient en sautant. Et donc là, ils auraient répondu, parce qu'ils ne comprenaient pas l'anglais, kangourou, qui voudra dire je ne comprends pas. Et ça, c'est un mythe qui a été détruit dans les années 70 par le linguiste John B. Haviland, qui a montré que c'était simplement le terme que les gens de ce peuple, Gugu Yimitir, utilisaient pour nommer le kangourou géant, qui est un kangourou gris qui habite dans l'est de l'Australie. Ensuite, mythe numéro 2. Certaines langues seraient plus anciennes que d'autres. Si vous cherchez sur Google une liste des langues les plus anciennes du monde, vous allez en trouver plein. Ce qui est énervant parce que c'est totalement faux, c'est basé sur du vent. Il n'y a pas de langue plus ancienne que d'autres à l'heure actuelle. Et une fois, j'étais tombé sur une bande-annonce d'un film d'horreur, sans doute au cinéma, avec, vous savez, une personne qui était possédée, et quand les gens sont possédés, par définition, ils se mettent à parler dans des langues qu'ils ne connaissent pas. Et là, la femme qui était possédée, apparemment, se mettait à parler en araméen, et un des personnages dit « Elle parle en araméen, la langue la plus ancienne de l'humanité ». Honnêtement, juste pour ça, la bande-annonce donnait pas envie, mais juste pour ça, je n'irai jamais voir ce film. Parce que c'est complètement faux, ça ne sert à rien, ça ne repose sur rien de dire que l'araméen est la langue la plus ancienne de l'humanité. Si j'étais sarcastique, je dirais que c'est bien les Américains pour raconter une bêtise pareille sur les langues, mais je vais rester gentil. Et pourquoi? C'est stupide en fait, parce que il y a des éléments qui sont anciens, qui sont apparus par exemple il y a plusieurs millénaires, comme l'écriture chinoise qui est apparue il y a très longtemps, même je sais pas, l'alphabet hébreu est très ancien aussi. Mais c'est stupide de dire que certaines langues sont plus anciennes que d'autres, qu'il y aura des langues très anciennes comme le chinois, l'hébreu, l'araméen, ou des langues modernes, récentes comme le français ou l'espagnol. Alors que le français, par exemple, le français moderne, en fait, dérive tout simplement du latin qui était parlé par le peuple de l'Empire romain, latin qui dérive de la langue qui était parlée par les latins qui étaient à l'époque, il y a très longtemps, un petit peuple en Italie, et dérive d'une autre langue indo-européenne, et ainsi de suite. Donc les langues modernes sont tout simplement des évolutions de langues anciennes. Et c'est stupide de dire par exemple que le basque serait plus ancien que le français. Ça n'a pas de sens. Le basque moderne et le français moderne dérivent tous les deux de langues, bon, on ne connaît pas bien les origines du basque, mais tout simplement, ces langues ont suivi une évolution, il n'y en a pas une qui est plus ancienne que l'autre. C'est comme à chaque fois que j'entends des bêtises du style on a découvert dans les fonds marins un requin vieux de 350 millions d'années, c'est stupide de dire ça parce que le requin, le pauvre vieux, il n'est pas aussi âgé. C'est simplement que y a des espèces animales qui évoluent moins que d'autres, et il y a en effet des langues qui ont gardé des caractéristiques archaïques. Par exemple, on dit souvent que le letton, le lituanien conserve des caractéristiques assez archaïques par rapport aux vieilles indo-européens, mais ça ne veut pas dire que le letton, par exemple, est une vieille langue. Les gens qui parlent letton à l'heure actuelle, ils parlent une langue très moderne. Alors, ensuite, point numéro 3, qui s'y rattache un peu. Il y aurait des langues pures, de référence, et tout le reste ne serait que corruption de ces langues. Alors c'est ce qu'on entend souvent par rapport au parler académique, le français de l'académie par exemple contre le français de la rue qui serait une corruption, un vil dégueulis de cette belle langue que le français, et aussi beaucoup de gens par exemple au Royaume-Uni considèrent que l'anglais britannique est beaucoup plus pur, est beaucoup plus conservateur, alors que l'anglais américain serait qu'une corruption et qu'on dit que c'est la faute des Américains si l'anglais va à volo, tout fout le camp, ma bonne dame. En fait non, ça ne veut rien dire, c'est aussi stupide que de dire, comme on l'entend souvent, que les Québécois parlent le français que parlait Louis XIV. Enfin c'est complètement stupide de dire ça. Si on prend un standard, c'est simplement de manière très arbitraire. Tous les linguistes disons descriptivistes vous le diront, c'est qu'à un moment un groupe de gens disent la bonne version de la langue c'est ça,
Alors qu'en fait, la langue, c'est jamais que l'expression de la manière dont parle un groupe social. Et dire qu'il y a des langues plus conservatrices, plus pures que d'autres, et d'autres qui seraient que des corruptions, c'est faux. Par exemple, l'anglais britannique a perdu certaines caractéristiques que l'anglais américain a conservées sur la période pré-révolutionnaire, et donc on pourrait dire que l'anglais américain, pour certains cas, est plus conservateur que l'anglais britannique, qui aurait corrompu l'anglais pur. Donc encore une fois, il faut faire très attention à cette idée de pureté linguistique, de prééminence comme ça, qui est en fait totalement arbitraire, et qui ne va pas du tout de soi. Point numéro 4, tous les autres gens ont un accent, sauf moi. Le nombre de gens que j'ai pu entendre, surtout quand je suis arrivé à Paris en venant de Lyon, qui disaient « Ah mais toi t'as un accent ». Et je leur disais « Ouais, toi aussi en fait ». Ils disaient « Ah non, moi j'ai pas d'accent ». Ou ouais, plein de gens, même d'ailleurs à Lyon, disaient « Non mais moi je pense pas avoir d'accent ». En fait, tout le monde a un accent. Il y a encore une fois, on y revient, un standard qui est fixé, mais c'est totalement faux de dire que soi-même on n'a pas d'accent, parce que penser que l'accent, par exemple pour le français, ce serait simplement l'accent chantant du Sud, le bon R roulé bourguignon ou le A des gens du Jura, c'est complètement faux. Alors ces gens-là ont un accent, tout comme par exemple quand je parle, quand vous parlez, vous avez un accent dans votre langue maternelle. Donc dire qu'une personne n'a pas d'accent, c'est totalement faux. Ou alors quand on dit les gens de ce pays ont un accent très clair, oui, par rapport à quoi? C'est toujours relatif, c'est jamais absolu. Ensuite, point numéro 5, il y a des langues qui n'auraient pas de grammaire, ou alors très peu de grammaire. Et là, souvent, on va faire la distinction entre les langues qui ont une grammaire qu'on considère comme complexe, comme le français, l'italien, l'espagnol, l'allemand, le latin, le grec ancien, et les langues qui ont pas ou peu de grammaire, comme l'anglais ou le chinois. J'entends souvent dire, le chinois, une fois qu'on connaît les caractères, c'est facile, il n'y a pas de grammaire. Ah bon? La grammaire, c'est quoi? La grammaire, c'est jamais que le fonctionnement de la langue, comment les mots interagissent entre eux, comment on va les placer les uns à côté des autres dans la phrase, les connecter pour produire du sens, produire des informations compréhensibles. Et une langue qui n'aurait pas de grammaire, c'est tout simplement une langue qui ne produit pas de sens. Une langue qui n'a pas de grammaire, c'est pas une langue, c'est juste du charabia, c'est juste des mots qui n'ont aucun sens, ça ne fonctionne pas. Et ça viendra de quoi? Je pense que ça vient d'un tropisme français, enfin en tout cas quand c'est exprimé de la part d'un français, qui voudrait que la grammaire ce soit avant tout des choses qui s'apprennent sous forme de tableaux, de règles. Par exemple, en italien, en espagnol, enfin dans les langues latines, il y a des conjugaisons qui sont assez compliquées, donc on a des tableaux de conjugaison. Il y a des langues qui sont proches de nous aussi traditionnellement, comme l'allemand, le latin, le grec ancien, où il y a des déclinaisons, donc ça permet de faire des tableaux de déclinaison. Et à l'inverse, il y a des langues qui sont assez différentes. Par exemple, le japonais, je vois qu'il aborde la grammaire de manière très différente de ce qu'on pourrait trouver en français, en anglais ou autre. Mais ça ne veut pas dire que le japonais n'a pas de grammaire. Et si vous demandez à n'importe quelle personne qui a fait du chinois à un bon niveau, ça devrait la faire rire d'imaginer que le chinois n'a pas de grammaire. C'est totalement faux. C'est simplement que c'est assez différent de ce qu'on connaît. Mais le chinois procède quand même avec une grammaire parce que sinon la langue ne fonctionnerait pas. Tiens, d'ailleurs, parlons-en du chinois, ça m'amène au point numéro 6. Les caractères chinois seraient des idéogrammes qui portent seulement du sens. C'est-à-dire ça se lit comme une sorte de petits dessins, comme des panneaux routiers, qui portent du sens. Il n'y a même pas besoin de savoir comment ça se prononce, parce que seul le sens est donné dans un caractère, ça suffit amplement. Et ça, c'est partiellement faux. Alors, ce sont en effet des idéogrammes en partie, c'est-à-dire qu'une idée peut être exprimée dans le caractère par le dessin qui est représenté et on en déduit le sens. Et d'ailleurs ça m'a déjà servi par exemple dans les aéroports en Chine parce que je lis un peu le japonais donc j'arrive à comprendre certaines choses en chinois alors que j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Mais c'est partiellement faux. Les caractères chinois ne sont pas seulement des idéogrammes mais des idéophonogrammes, c'est-à-dire qu'ils comportent une idée plus une valeur phonétique. Et en fait très souvent dans un caractère chinois vous avez une partie qui va donner un sens et une partie du dessin qui va donner un indice de prononciation. Et cette partie du dessin est décorrélée du sens qu'a pu avoir le dessin fut un temps. C'est-à-dire que si vous essayez d'y trouver du sens, vous allez perdre du temps, vous allez vous tromper, vous allez mal comprendre le caractère, parce qu'il y a une partie qui veut seulement donner la prononciation. Et donc faites bien attention à ça si vous faites du chinois, et en tout cas c'est quelque chose que j'aime pas trop entendre, parce que ce ne sont pas seulement des pictogrammes les symboles chinois. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis, pour une langue totalement différente, le maya, c'est ce qui a empêché plutôt les occidentaux de comprendre l'écriture maya, parce que peut-être à cause d'une vision très éthérée des mayas, un peuple de prêtres, etc.,
on s'imaginait que les glyphes mayas, leur écriture, n'avaient que du sens. Et on ne comprenait absolument pas ce qu'il y avait dedans. Et puis un jour, des chercheurs ont remarqué qu'en fait, les glyphes mayas avaient une valeur phonétique, c'est-à-dire du son, et que souvent on substituait plusieurs caractères qui avaient la même prononciation. Et en fait, en essayant de chercher du sens, on se disait même pourquoi il y a ce caractère-là. En fait, ça n'avait aucun lien avec le sens, ça avait seulement un lien avec la prononciation, ce qui permettait à un moment d'arriver à lire le maya et donc de comprendre cette écriture, c'est-à-dire les glyphes mayas. On arrive au point numéro 7. Alors, certaines langues seraient plus riches et précises que d'autres. Alors ça, qu'est-ce que j'ai pu l'entendre? Alors ça découle, en tout cas en Europe, d'une vision très 19e siècle, c'est-à-dire que chaque peuple d'Europe colonisateur a essayé d'apporter sa langue, sa vision, sa culture pour illuminer le monde, et c'est pour ça que les Anglais, d'ailleurs comme les Français, pensaient que leur langue était un modèle d'ordre et de précision, et permettait de mieux décrire le monde que les autres. Et ça, je l'entends beaucoup, d'ailleurs même souvent des Français qui vont me dire que l'anglais est beaucoup plus précis que le français, parce qu'il y aurait beaucoup plus de mots répertoriés dans les dictionnaires d'anglais que de français. Et ça, encore une fois, si dans l'absolu la valeur peut se défendre, c'est ne pas comprendre que les langues ne peuvent pas toujours être comparées. C'est comparer des choux et des carottes, parce que il y a des langues qui ont besoin de plus de mots pour exprimer des choses, alors qu'il y en a d'autres qui peuvent combiner des éléments et donc être plus concises. Aussi, comparer le nombre de mots, ça ne veut rien dire parce qu'il y a des mots qui sont utilisés qu'à certains endroits ou qui ont été utilisés à certaines époques et puis maintenant. Et c'est stupide d'essayer de dire que telle langue est plus précise. Donc il y a des adaptations des langues à certains milieux. Il y a des langues d'Amazonie qui vont, par exemple, avoir moins de vocabulaire pour les couleurs et pour les dénombrer précisément parce qu'il y a une adaptation au milieu qui s'est faite. Mais dire qu'une langue est plus précise qu'une autre permet mieux de décrire le réel, encore une fois, c'est totalement faux parce que il y aura toujours une périphrase dans une autre langue qui permettra de décrire. Simplement, rapporter au nombre de mots, ça n'a strictement aucun sens. Et d'ailleurs, ça revient à ce que j'avais dit dans une vidéo. On décrit souvent le latin comme une langue d'une perfection formelle extraordinaire et qui permettrait de former l'esprit juste en faisant du latin, alors qu'en fait, en faisant n'importe quelle langue, ça forme l'esprit en comprenant les structures de grammaire, mais le latin en soi ne va pas apporter ce socle intellectuel. Enfin, il n'y a pas de vertu magique dans les langues par rapport à d'autres, de supériorité intellectuelle d'une langue par rapport à une autre. Maintenant, on arrive au 8e et dernier point, qui serait que les Esquimaux ont beaucoup plus de mots que les autres peuples pour parler de la neige. Alors déjà, ça pose un premier problème parce qu'il n'y a pas une langue esquimau, déjà il y en a plusieurs, il y a même plusieurs familles de langues, il y a les langues inuites, donc les inuits c'est à peu près 16 langues réparties dans 4 familles, il y a les langues yupik, donc voilà, déjà parler d'une langue esquimau ça ne veut rien dire parce que déjà ça éclate en plusieurs langues, donc pour essayer de chercher des mots c'est déjà plutôt compliqué. En plus, ça vient des travaux de Franz Boas, qui était un anthropologue né en Allemagne et qui a vécu en Amérique, qui a vécu parmi les Inuits de la terre de Baffin. Il a remarqué qu'il y avait un socle de mots assez vaste pour parler de la neige. Par exemple, Aput, qui était la neige sur le sol, Kana, qui est la neige qui est en train de tomber, Pixirpok, qui est la poudreuse, ou Kimuksu, qui est une congère de neige. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les langues inuits sont des langues agglutinantes, c'est-à-dire qu'on peut combiner des mots pour en former des plus longs. Et ce qui fait que là où par exemple le français ferait une phrase avec le machin de bidule, donc en plusieurs mots, les langues inuites peuvent facilement former des mots beaucoup plus longs et donc une multiplicité de mots. Et ça amène à la question, qu'est-ce qu'un mot ? Et en plus, il y a eu un côté très sensationnaliste sur ces travaux, avec des journaux qui ont gonflé le nombre de mots à 50, après il y a eu des articles qui ont gonflé le nombre de mots à 100. Et si il est possible d'avoir beaucoup de mots pour parler de la neige et de la glace dans les langues des Esquimaux, c'est-à-dire Yupik et Inuit, en fait, les linguistes se sont rendus compte que, par exemple, les peuples anglophones ou francophones, donc pour le Canada, qui habitaient sous les mêmes latitudes, n'avaient pas forcément moins de mots en définitive. Et qu'il y a d'autres peuples, par exemple dans les langues Sam, donc dans le nord de la péninsule scandinave, où on a dénombré plus de 180 mots pour parler des différents états de la neige ou de la glace, et en tout plus de 300 mots pour parler de toutes les expressions qui vont être liées donc à des phénomènes en gros de l'eau et du froid. Et même dans le Scot, donc une langue d'Écosse,
qui est passé, avec beaucoup de mots qui sont passés dans l'anglais écossais. On a trouvé plus de 400 mots pour parler de la neige et de la glace. Donc encore une fois, il faut faire très attention non seulement à qu'est-ce qu'un mot, et en plus l'idée que les Esquimaux auraient énormément de mots pour dire neige, même si on peut trouver beaucoup de mots en effet pour parler de la neige et de la glace chez les Inuits, il n'y en a pas forcément tant que ça, et c'est avant tout un mythe. Et encore une fois, ça, bon, je pourrais en parler dans une prochaine vidéo, c'est très lié aux travaux de Worf et Sapir, qui voulaient absolument voir une sorte d'adaptation des langues au milieu, et qu'un peuple en fait s'enferme dans une bulle liée à son milieu, et que les Esquimaux, vu qu'ils habitent dans un endroit froid, ils auraient forcément des centaines de mots pour dire neige, alors que c'est plus compliqué que ça, et que ce sont des travaux qui sont souvent pris comme référence par le grand public, mais qui sont souvent remis en cause par les spécialistes. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, c'était un peu décousu, il y a pas mal d'éléments dans tous les sens, mais je voulais avoir quelque chose de sympa pour se faire plaisir et un peu plus détente pour l'été. En tout cas, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de rejoindre aussi mes contacts mail privés dans lesquels je vous donne des conseils pour apprendre les langues, je vous parle des nouveautés, de mes dernières formations. Donc vous cliquez sur le lien en bas dans la description, vous pouvez vous inscrire gratuitement et en plus vous aurez une mini-formation de 40 minutes intitulée 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Si vous avez d'autres idées reçues, mythes, clichés sur les langues, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Salut!